ça. Moi, j'avais été, tu vois, à la ZAD des Landes. J'ai bien aimé parce que ce genre de choses, c'est assez partageur. Tout le monde participe dans quelque chose d'assez collectif. Et donc, quand il n'y a pas de terrain à quelqu'un et que... voilà, et je pense que la petite aparté là-dessus, c'est que la vie en communauté, ce que je me suis aperçu, c'est que c'est difficile quand il y a quelqu'un qui est propriétaire ou à qui ça appartient et qui est un peu le... Voilà, je pense que tout le monde doit être égaux là-dedans et c'est parfois la complexité des vies enfin, en coopérative comme ça quand je pense. Voilà, c'était juste la petite Magnifique aparté. transition. Alors, je m'appelle Amandine. Tout le monde m'entend ou je parle plus fort? Non, Tout va bien. tout va bien. Donc, je m'appelle Amandine et justement, merci pour la transition. Je vais vous raconter l'histoire d'une ZAD, donc une zone à défendre, qui a eu lieu à Chartres en août 2022 et qui a eu lieu pour défendre trois marronniers centenaires qui étaient situés sur une zone boisée classée et qu'un promoteur immobilier voulait raser pour le parking, pour construire un parking et bref, un immeuble. Et donc c'était en août, il y a eu un rassemblement qui a eu lieu, qui a duré plusieurs semaines et la justice nous avait donné raison, donc on a gagné. Et malheureusement, en février 2024, ils sont revenus pour nous abattre les arbres. Mais ce qui compte, c'est que depuis ce mouvement, il y a eu un collectif qui s'appelle les Trois Marronniers, qui a été créé. Et donc, on continue la lutte malgré tout. Et pour vous raconter cette vie communautaire qui a eu lieu pendant plusieurs semaines, je vous ai écrit un petit texte et voilà, qui va vous faire voyager durant ce mois d'août 2022. Et ce texte s'appelle « Ce quelque chose qui nous dépasse ». C'est parti. J'essaie de ne pas pleurer. À chaque fois que je pense aux marronniers, je pense non pas à ce qui a été perdu, mais à tout ce qu'on a gagné. Un on, un nous, qui juste avant la ZAD des marronniers n'existait tout simplement pas. Dans le manifeste du nous, Mélanie Leblanc écrit « Nous ne rêvons pas le monde, nous le vivons. Nous avons repris confiance, nous ne doutons plus de notre puissance. » La ZAD des marronniers, c'est ça. C'est une force vive, un élan commun, un lien de confiance, un lieu de puissance, un mouvement solidaire ancré dans la lutte pour le vivant. Août 2022. À la découverte de la ZAD, je me souviens ne pas avoir d'abord observé les marronniers, mais de m'être demandé « Mais que font tous ces gens ici rassemblés ?» Je me souviens aussi, des jours plus tard, d'un passant venu nous voir, intrigué. Il nous avait demandé « Mais c'est ici que ça se passe ?» Oui, c'est ici que tout se passe. C'est ici que se passe un lieu de rencontre. Des inconnus qui se parlent, des enfants assis sur les genoux des plus grands assis sur les racines des arbres. Je me souviens d'un lieu transgénérationnel où les personnes retraitées arrivaient à 6 h du matin pour relayer les campeurs et les campeuses prêts à aller travailler. Les uns préparent leur sac pendant que les autres préparent le café. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un sur les lieux pour protéger les marronniers. Alors imaginez, un lieu qui crée de nouvelles relations chaque jour, un lieu entièrement ouvert à l'air libre, un lieu libre. Les enfants jouent avec les marrons, où les enfants posent des questions, rejoignent les discussions des adultes, pendant que ces adultes se préparent à préparer la prochaine réunion. Je me souviens aussi de prises d'initiative vraiment spontanées d'un réseau autonome, autogéré, d'un rhizome à ciel ouvert, d'un lieu où chaque individu trouve sa place, donne sa part, y met du sien pour préserver les arbres, maintenir la lutte et créer un nous. En voulant garder une présence constante dans ce lieu, on a tricoté dans le temps des relations d'une intensité rare, d'une énergie nouvelle. Je me souviens d'un grand tissage. Il y avait toi qui nettoies la table et rassemble les provisions, toi qui construis les toilettes sèches, toi qui les vides, toi qui fabriques la banderole, toi qui trouves les slogans, toi qui les décores, toi qui vas distribuer la parole, toi qui prends des notes, toi qui écoutes.
toi qui étudie les textes de loi, toi qui sais parler aux médias, toi qui apportes de la joie, toi qui sais ouvrir des cadenas. Toi, c'est pour Alan, toi, toi qui dors dans le froid, toi qui es tout simplement là. Une multitude de toi formant un nous joyeusement déterminé, organisé, engagé pour quelque chose de plus grand encore que les trois marronniers, pour quelque chose qui nous dépasse, nous rend autres, nous rassemble. Imaginez tout ça. Je me souviens d'une ZAD joyeuse, surprenante, par son inventivité inépuisable. Je me souviens de fanions accrochés aux branches, de feux d'artifice lancés dans la nuit, de guitares, de chants, de dessins suspendus à un fil, d'une conférence gesticulée, de repas partagés. Je me souviens d'une nouvelle manière d'habiter, dans le partage et le soin, d'amertume réchauffée, de main sur l'épaule, de « est-ce que tout va bien ?» Enfin, je me souviens d'une présence au monde, ensemble éprouvée, de journées ancrées dans la terre, de feuilles d'automne inondées de lumière, de mésanges que l'on cherche au petit matin, de contemplation commune, d'une saison traversée ensemble, de casquettes remplacées par des bonnets, d'un nous résistant au froid, d'un invincible été. Donc les marronniers, c'est bien plus qu'une lutte contre un promoteur immobilier, c'est un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de résister. C'est un collectif écoféministe, joyeux, vénère, local et solidaire, radical et révolutionnaire. Et aujourd'hui, ce collectif, il est encore là, on est bien soudés, mais il nous manque juste un lieu. Donc si jamais vous avez des idées, voilà. C'était pour vous parler de cette lutte, de cette nouvelle manière de vivre ensemble. C'était super. Ce qui est important, c'est de bien savoir ce qu'on veut et de pas parce qu'il va y avoir des gens qui vont donner de l'énergie dans le projet, mais qu'en fait ils attendent un résultat, et que c'est pas du tout le même résultat que ce qui est attendu par les autres. Bah, il y a un moment donné où ça marche plus, quoi. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et d'où, pour moi, l'aspect juridique qui est important à poser, l'aspect juridique, mais aussi l'aspect maquette du lieu, aussi, qui va un peu en parallèle, l'aspect maquette, qui est important pour que tout le monde soit sûr d'être à peu près sur la même longueur d'onde. De toute manière, je sais très bien qu'on est tous des êtres humains, on a tous la conception de ce qu'on voit, qui est un petit peu légèrement différente de l'autre. Donc il y aura des différences et donc il y aura des petites frictions. C'est obligé. Mais de le définir le plus possible pour garantir une continuité, je pense que c'est vachement important. Mais justement, Ce que vous avez fait à Angers, c'est-à-dire faire pas une ferme, mais des jardins partagés pour les associations, pour les collectifs, pour les gens dans le besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose de très concret et auquel pourrait se greffer d'autres choses, mais que tout ça soit vraiment écrit en disant voilà, nous on a ce projet-là, ça peut devenir ci, ça peut devenir ça. Est-ce que vous avez un terrain pour qu'on puisse faire ça? Est-ce que vous avez un local qu'on puisse restaurer, dans lequel on mettrait de l'énergie pour le créer, mais avec ce but-là, quoi. Par exemple, là, dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses différentes. Il y a un local et un terrain. Il y a cultiver. Non mais quand je prends tes propos, je vois qu'il y a une envie de cultiver, et je vois qu'il y a une envie d'un local, d'un bâti. Tu vois, j'ai imaginé un bâti, j'ai imaginé. Donc ça, c'est deux choses. Donc là, on vient de poser deux choses sur la table. Il y a des gens qui vont se reconnaître, par exemple, sur le potager, des gens qui vont avoir envie de faire du potager et tout. Il y a des gens pour qui ça ne les intéresse pas du tout, ils ont envie du bâti, ils ont envie de se réunir en associatif. Il y a des gens, ils imaginent le terrain, par exemple, pour poser une yourte et vivre sur place. Mais il y a des gens qui veulent juste faire du potager. Les usages des gens qui vont poser une yourte sont très difficiles à... Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Par exemple, moi je l'ai vu sur Angers, il y a un terrain où les gens y vivent et ils font aussi de l'agriculture. Et comme ils ont tellement de place, eh ben, ils donnent la possibilité aux associations de cultiver. Donc il y a des gens qui font de l'associatif, qui ont leur terrain, qui cultivent, d'autres gens qui vivent dans des yourtes ou quoi.
il se passe plein de choses, c'est un super chouette terrain qui vit et où il se passe beaucoup de choses. Par exemple, Champigny, il y a eu cette idée de zone associative. Cette bâtisse qu'on a commencé à construire et tout, qui est en cours de construction, était à but, cette partie du lieu était à but vraiment collectif, c'est-à-dire c'était pour accueillir des gens qui étaient dans le besoin, vraiment temporairement, faire de l'accueil de logements temporaires pour des gens dans le besoin, et de l'accueil d'événements ou d'associations, parce qu'il y a besoin, quand on est des associations, ou quand on est des mouvements comme les Trois Marrons et tout, on a besoin d'un lieu pour faire nos réunions, d'un lieu pour faire des ateliers de création, de choses comme ça. Donc c'était vraiment cet usage-là qui avait été mis dans la maquette de départ. Et il y avait une autre partie du terrain où c'était censé être de l'habitatif, c'est-à-dire plus les gens construisaient leurs cabanes, posaient des caravanes et tout pour vivre. Ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, les gens qui vivaient sur place se sont complètement accaparés le lieu, puisque l'association n'y est pas 24 heures sur 27. Il n'y est pas tout le temps, les associations ils viennent ponctuellement pour un temps. Et donc les gens qui vivent, eux, ils y sont tout le temps. Et ils se sont complètement appropriés du lieu, ce qui est normal en fait, ils vivent sur le lieu, ils vivent, je veux dire, ils ont toutes leurs émotions qui se passent sur le lieu, ils ont l'usage, il faut qu'ils aillent chercher l'eau, il faut qu'ils aillent chercher du bois, c'est eux qui ramènent le bois, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui passent le balai, c'est eux qui nettoient, s'il y a une fuite dans la toiture, c'est eux qui la réparent, etc. etc. Du coup, en fait, ils s'approprient le lieu, ce qui est logique en fait, ce qui est naturel, la nature a horreur du vide, ça s'est approprié, et il y a eu un énorme conflit d'usage entre les associations qui arrivaient et en fait les gens qui vivent en fait avaient laissé toutes leurs affaires et tout et quand l'association repartait, les gens qui vivaient disaient ah mais l'association elle a tout déplacé, elle a tout fait. Voilà. Par exemple le genre de conflit d'usage, c'est un exemple. Hein, c'est pas mis au clair dès le départ. Exactement. Et c'est d'où l'idée de faire une maquette et que chacun. Et je pense que même pour aller plus loin, c'est bien de présenter un projet à la mairie. Pour avoir un lieu, mais c'est pas le même projet que tu peux présenter pour créer une communauté. C'est-à-dire que la communauté, comme tu dis, chacun a ses idées, a un peu ses objectifs, puis à la fin il peut être déçu parce que c'était pas le même objectif que l'autre, que la finalité, qu'est-ce que c'est moi, ce que je vois de l'expérience de vie en collectivité, c'est que souvent quand tu as un chef ou une idée trop ça part un peu en cacahuète au bout d'un moment, quoi. Et moi j'aime bien le côté société indienne, quoi. Je lis beaucoup de trucs, tu vois, sur les Sioux, sur tous ces trucs-là, et en fait on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas de chef chez eux. Donc ils partent en guerre, ils avaient un chef, mais sinon tout le monde décidait vraiment côté démocratique. Alors parfois ça peut être compliqué, puisque on lance une idée, un truc, toi t'es pas pour, mais bon, tout le monde dit oui, donc tu dis bon bah ouais, ok, je suis. Et après, ça demande aussi à la communauté d'arriver à dire bon bah quelquefois ça va pas dans mon sens, mais et c'est un peu la difficulté, c'est vraiment d'arriver à créer un lieu où il n'y a pas quelqu'un qui est prépondérant, qui dirige les autres. C'est tous d'accord avec le projet qu'on fait ou voter démocratiquement. Tu vois, tu as plein de terrains communaux qui sont inexploités où on fait rien. On pourrait dire bah voilà, nous on a créé une association, on est ok pour venir planter des arbres fruitiers ou un petit potager. Et puis les gens du village peuvent venir quoi avec les enfants, parce que souvent les enfants ça prend bien quoi, parce que les parents ils suivent les enfants, donc voilà, on vient montrer comment on fait ça, comment on plante des légumes, comment on plante des arbres, et puis voilà, c'est des terrains de façon inexploités, et puis eux ils se disent bah ouais ça peut être une initiative sympa parce que ça rassemble des gens, ou voilà, essayer de monter des projets pour amorcer les choses comme ça, et puis si ça tient, si ça marche, ça peut ouvrir à des choses. Et je pense qu'aussi un terrain, c'est vraiment, comme tu dis, différent d'un lieu, quoi. On peut trouver des lieux associatifs, des gens qui ont des hangars ou autres, pour des artistes partagés qui disent bah ouais, je suis ok que vous vous rassemblez. Mais c'est pas la même chose qu'un terrain où tu peux vraiment exploiter le terrain pour faire de la permaculture, pour tester des roquettes sauves, pour tester des trucs. C'est deux choses vraiment différentes, quoi. Et après, il y a la légalité, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les terrains, moi j'ai vu quelquefois, on a fait des roquettes sauves, des trucs, et puis il y a l'agent de la mairie qui est arrivé, mais c'est pas une déchetterie, vous faites du feu, c'est interdit. Il peut y avoir des trucs comme ça aussi, parfois compliqués, quoi. C'est la difficulté de la chose, quoi. Alors c'est vrai qu'en mode zadiste, où on s'approprie un terrain, on fait ce qu'on veut,
c'est difficile de te mettre dehors parce qu'il y a du monde et que voilà, tu es nombreux et du coup le non-nombre fait que ça peut être voilà, mais c'est aussi mal vu par d'autres gens comme tu dis qui sont de l'autre côté du village et qui eux sont dans leur précaré et se disent attends c'est quoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici quoi. Donc c'est la difficulté je pense aussi là-dedans. Ouais. Il y a une autre chose, je pense, il y a deux choses. Donc il y a cette notion de propriété. Là tu dis, donc là tu parlais d'un terrain où tu n'as même pas la propriété juridique du lieu. Donc la notion de propriété, elle est très 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 ancrée chez nous, bons citoyens français. C'est assez impressionnant et en fait, notamment avec cette histoire, elle est impressionnante à quel point moi-même j'ai pu me mentir à moi-même en pensant que je saurais passer au-dessus puisqu'il y avait un propriétaire, en pensant vraiment que je savais passer au-dessus de ça et que j'étais quand même d'égal à égal avec cette personne-là. Et en réalité, non. Instinctivement, il y avait tellement de choses que je ne disais pas à cette personne-là parce qu'elle était propriétaire. Et je m'en suis rendu compte très tardivement qu'en réalité, je n'étais pas honnête. Je n'étais pas honnête parce que c'était le propriétaire et que je n'allais pas dire tout et n'importe quoi et que j'allais pas dire ça comme si je parlais à un copain. En réalité. Et moi, j'étais persuadé que c'était mon copain. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte petit à petit qu'en fait, non, finalement, c'est pas ton copain parce que c'est ton propriétaire. Et la réalité juridique est revenue à moi. Et genre, ça met une grosse claque. Donc ça, c'est le côté, l'aspect juridique et l'aspect propriété privée qui est très très important à neutraliser si on veut vraiment vivre quelque chose de collectif. Et je dis de neutraliser. Et encore derrière, il y aura toujours des relations de pouvoir et des choses qui se produiront. On est des humains et je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire et il faudra toujours travailler pour les montrer du doigt et les atténuer et les résoudre et faire autrement, etc. Là-dessus, il n'y a pas de leçon à faire. Je pense que tout le monde va avoir du travail si on veut vivre collectivement, le plus horizontalement possible. Après, il y a la notion de famille, je trouve. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé du coup dans les différents lieux que j'ai pu passer et croiser. Pour beaucoup de lieux collectifs comme ça, notamment de vie. Des lieux de vie collective, pas trop, moins les lieux d'activité associative, mais plus les lieux de vie. C'est énormément de gens qui en fait ne voient pas leur vie dans le cadre d'une famille hétéronormée, comme on pourrait dire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette volonté de vivre en collectif beaucoup plus élargi. Moi, j'ai retrouvé ça. Et donc, cette collectif est la famille, finalement. Donc, il y a vraiment cette notion de famille que du coup, on dit peu, on dit collectif, communauté, on dit tous ces termes-là. Mais en réalité, moi, j'ai vu des familles, en fait. Mais c'est pour ça que j'aime bien ne pas employer le mot famille, parce que justement, la famille, ça peut renvoyer malheureusement trop souvent à quelque chose avec des relations de pouvoir, ça peut être toxique, etc. Aussi, et du coup, dans le mot collectif, je trouve que ça amène une autre bouffée d'air. Mais je rejoins ce que tu dis aussi, mais attention peut-être aux mots, justement. Alors, pas parler de famille. moi, je préfère justement employer les mots comme employer les mots de chef. Souvent, quand on ne veut pas nommer les choses, des fois, elles se produisent et elles existent. Et le fait de ne pas les nommer, ça nous empêche de les combattre parfois. Par exemple, il va y avoir des collectifs qui vont fonctionner autour d'une personne, d'une personnalité. Sauf que cette collectif va se dire horizontale, autonome, et ne dit jamais les termes de chef et tout. En réalité, factuellement, il y a un chef. Et en fait, après toi, quand tu arrives, tu dis il y a un chef, mais non, mais nous on est anarchistes. Et du coup, tu te fais tout de suite éjecter et bannir, alors qu'en réalité, toi, comme tu le vivais, tu avais l'impression qu'il y avait un chef, quoi. Mais que c'était pas un chef qui était positionné là par quelque chose d'établi juridiquement ou quelque chose d'établi factuellement, mais qui s'est induit par reproduction de peut-être ce que chacun a vécu. Enfin bref, ça c'est des choses qui s'établissent. C'est vrai ce que tu dis. Moi, tu vois, je suis venu à des trucs pour participer à un chantier, monter un requesto, et je venais pas en tant que chef. Je venais vraiment dans une association pour que tout le monde fasse pareil, qu'on s'entraîne. Et sans le vouloir, tu peux prendre ce rôle de chef parce que tu as le savoir, tu as un peu le sachant.
Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que moi, je viens vous apporter mon savoir, mais par exemple, on va souder un truc sur le Rocket Stone, mais je suis peut-être pas le meilleur soudeur, tu vois. Il y a peut-être un parmi vous qui soude mieux. Non, mais une, tout à fait, non, mais t'as raison. Mais ça m'est arrivé pour l'argile ou autre. Et c'est vrai qu'il faut rester humble là-dedans parce qu'on a souvent tendance, tu vois, c'est l'humain, hein, c'est normal. Et je pense aussi que, comme tu dis, dire les mots, c'est important parce que parfois on garde des choses pour soi. Et parfois, il vaut mieux s'engueuler ou ne pas être d'accord, mais dire les choses pour régler les problèmes aussi, plutôt que les garder pour soi et puis que ça macère et qu'au bout d'un moment, voilà, ça éclate et c'est moins bon, quoi. Et après, c'est pour ça que vraiment je soutiens ce côté démocratique dans une association qui n'est pas de chef. Ça peut être compliqué, pas de meneur, pas de guide, parce qu'il peut y avoir des guides pour certaines choses et d'autres guides pour d'autres choses, quoi. Et je pense que vraiment, même si quelquefois on n'est pas d'accord, qu'on s'était dit, c'est moi qui connais le plus, mais non, il décide autre chose, il faut suivre, quoi. Et parfois, l'humain, c'est difficile dans son caractère de ce côté humilité, de le prendre aussi, quoi. Et ça, il y a aussi des personnalités. Il y a des personnalités, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est mais ça. Il existe des groupes que je connais, de communautés, enfin je ne les connais pas personnellement, mais ils changent de responsable, ils disent pas chef, de responsable régulièrement. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas une personne qui s'impose, mais il y a des rôles. Mais chez les Indiens, tu vois, je reviens aux Indiens, mais quand ils partaient, quand ils faisaient quelque chose, ils choisissaient toujours quelqu'un. Parce qu'effectivement, on sait bien, par exemple, ils partaient à la chasse, ils se réunissaient tous ensemble, ils faisaient un pogrom, et ils disaient, voilà, c'est toi le meilleur chasseur, c'est toi qu'on va suivre. Et c'était le guide pendant une semaine pour la période de chasse, quoi. Puis après, quand ils revenaient au village, c'était plus le chef, quoi. Puis ils partaient en guerre, ils choisissaient quelqu'un d'autre. Puis ils allaient mettre leur tipi ailleurs, ils choisissaient quelqu'un qu'ils connaissaient bien. Voilà, et ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est que on peut parfois être le guide pendant une petite période, ou pendant, voilà, mais on n'est pas le sachant sur tout, quoi. Il faut rester ouvert sur, voilà, si on veut apprendre, voilà, et souvent c'est ceux qui en disent le plus qui apprennent le moins, quoi. Ça aussi, quoi. C'est que souvent on a tendance à toujours vouloir dire des choses ou apporter des choses, et quelquefois il faut savoir aussi écouter, quoi. Moi je sais que plus jeune j'avais tendance un peu à trop vouloir dire mais non c'est comme ça, et maintenant j'écoute un peu plus parce que ouais effectivement parfois on m'a montré qu'il y avait d'autres choses, d'autres façons de faire, et ça mais c'est comme tu dis Gizmo, quoi, c'est aussi les vérités humaines, le caractère qu'on a, etc. C'est pas toujours facile, hein, ce côté-là, c'est Gizmo, tu voulais dire que le propriétaire des lieux, en fait, laissait pas de place pour les autres? Il y a plusieurs solutions. Alors, on peut parler de juridique. Il y a, alors dans les solutions, on s'est tourné vers des choses qui existaient déjà, et notamment lors des événements qu'on a fait sur place, on a fait intervenir un peu les trois grands façons de faire. Il y avait Terre de Liens, je crois, qu'on a fait intervenir. Donc là, c'est beaucoup pour le milieu paysan. D'achat de terre, et donc on est juste usager de la terre et non propriétaire. Après, on a fait aussi auprès du CLIP, notamment qui est sous régime du CLIP, c'est Bretoncelle, un lieu, les Hautes Planches à Bretoncelle, qu'on a fait intervenir. Donc là, c'est un montage avec des associations. Il y aurait l'idée de ce montage-là, c'est une association qui est propriétaire du lieu. Et cette association n'a que 2 membres. Un membre qui est l'association du CLIP, composée uniquement de personnes qui sont sensibilisées autour de la question justement de la non-appropriation individuelle des lieux. Et la deuxième membre de cette association propriétaire, c'est l'association des usagers du lieu. Donc dans cette association des usagers, ça peut être des associations, ça peut être des groupes, des collectifs et des individus. Donc voilà, qui font tourner le lieu et qui vivent sur le lieu et qui utilisent le lieu. Et en fait, la propriété est du coup bloquée parce que en fait, ces deux membres sont censés communiquer entre elles, et si l'association des usagers capote, parce qu'en réalité c'est là d'où vient les plus gros des problèmes, c'est l'association des usagers et des habitants, et si ça venait à capoter, le CLIP est censé venir faire de la médiation, puisqu'il est extérieur, il vient faire de la médiation pour déjà essayer de résoudre ce qui se passe
à l'intérieur de cette association, à l'intérieur de ce groupe. Et si vraiment il y a des problèmes, il y a trop de problèmes, et ben le clip va faire en sorte il y a des, alors je sais pas, à Bretoncelle, il y avait une histoire, et puis il y a des gens qui ont dû partir, etc. Mais c'est des choses toujours qui sont très difficiles à vivre. Enfin, c'est compliqué, et en plus l'aspect juridique en France ne nous aide pas, parce que quand tu montes une association, il faut un président, bah, tu es obligé de trouver un président, et c'est cette difficulté aussi de mettre quelqu'un en haut, quelque part, c'est une personne, quoi. Et Donc on montait des collégiales, c'est vrai que du coup il y a des difficultés, et c'est pas évident, mais le rare fonctionne tout le temps, toujours. Alors il a cette force qu'il y a un renouvellement. Au rare, il y a vraiment un renouvellement. Et puis les gens viennent pour faire du potager, viennent pour donner de leur temps, rencontrer des gens et tout. C'est du concret, il n'y a pas de propriété, puisque le terrain c'est un agric qui le prête. Donc il y a la résolution de ce truc-là, ça a été résolu depuis longtemps, et du coup il n'y a plus trop de questions là-dessus. Et c'est vrai que les gens sont contents d'aller faire du potager, ils se retrouvent tous, il y a vraiment une ambiance, et ça change, ça tourne vraiment de... Après, il va aussi. Et donc il y avait le clip, oui, pour en venir, il y avait le clip, donc qui est une façon de faire, et il y a aussi le fonds de dotation. Et donc alors c'est un peu plus compliqué, c'est plus de gestion administrative, c'est un peu plus lourd. Parce que Terre de Liens, ils achètent des terrains pour c'est ça. Oui, c'est ça, c'est notamment un fonds de dotation. Après, il y a l'idée de créer son propre fonds de dotation, voilà, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un collectif pour acheter un terrain collectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives sur Internet pour justement trouver des fonds comme ça, mais c'est vrai que je pense que ça passe aussi par là, de ne pas avoir un propriétaire, de trouver des fonds soit participatifs, soit par l'association, soit par des dons, mais que le terrain quelque part appartienne à tout le monde, entre guillemets, parce que c'est la pérennité aussi de ça derrière, parce que si tu crées plein de choses et que c'est dommage, quoi, qu'il y a un décès, des héritiers qui, voilà, ça peut être compliqué. Mais je pense que le temps avance où les gens s'intéressent de plus en plus à ce côté-là, tu vois, c'est comme la démocratie participative, c'est comme on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à regarder. Alors c'est pas facile à monter, et puis voilà, mais je pense que ça passe aussi par la localité, par les gens de Chartres, les gens autour de Chartres. Mais après c'est toujours se faire connaître, savoir quel est le projet derrière, et ça demande du temps de monter tout ça et de réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire, qui va venir, qu'est-ce que voilà, et au début. Pour illustrer truc, ça demande du temps, c'est par exemple sur Angers, donc avec le Rare, où c'est un terrain qui tourne bien, comme ça, il y avait cette idée des gens qui s'étaient très investis dans le Rare, d'acheter un terrain, donc de réunir les fonds, d'acheter un terrain et de se lancer sous forme coopérative. Mais de garder cet aspect militant, nourrir les luttes, tout ça, de vraiment de créer une espèce de grosse coopérative, et je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Moi j'y ai participé à la création de ce truc. Pour le moment c'est qu'une maquette, et pour dire moi je sais que j'ai passé 2 ans à faire des réunions tous les mois pour construire cette maquette. Vraiment on a passé un temps monstrueux à construire cette maquette. Le projet n'a toujours pas abouti, je sais qu'il y a des gens qui sont partis du projet, d'autres gens qui ont repris le projet. Là, j'ai sur ma clé USB, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'ai cette maquette sous forme de PDF, c'est une 50aine de pages, qui détaille tout, avec des photos, avec d'autres projets, qu'est-ce qu'on pourrait piquer à droite, à gauche et tout. Mais ce projet, il a été vraiment mûri, construit et tout, mais il n'a toujours pas abouti, parce que c'est des choses qui peuvent être tellement intenses et demander. C'est tellement aussi un investissement, parce que c'est des gens qui se voient vivre de ça aussi. Et donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent prendre énormément de temps. Moi j'espère que ce projet-là un jour verra le jour. Mais... Après, c'est pas du travail pour rien, comme tu dis, tu as 50 pages, c'est autant de réflexions que vous avez faites qui avancent les choses. Et parce que je pense que tu as le lieu où tu vas vivre, et tu as le lieu aussi où tu peux participer sans y vivre. C'est vraiment 2 choses différentes, mais je pense que, voilà, je ne sais pas pour vous, pour les 3 marronniers, si vous avez fait des appels aux dons, si vous avez essayé de... Le festival, on va tout fêter, c'était juste dans ce but-là aussi. ouais.
J'étais en train de penser à un truc petit, mais tu disais que ça tourne, les gens. Et je pense que la force ici, c'est qu'on est plein d'associations, et il y a quand même une bonne base qui reste. Et en fait, c'est pas du tout le problème du nombre des personnes qui... Enfin, je pense qu'on est vraiment assez nombreuses. Du coup, où est-ce que ça pêche? C'est l'argent. C'est le temps, on peut... Enfin, je sais pas. Le temps que chacun peut donner. Ça, et puis, il est aussi... trouver le... Ouais, il est là. Je sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne base où les gens sont là, c'est restent, il n'y a pas de... Après, moi, d'un point de vue de personne qui a arrivé il n'y a pas longtemps, je pense que c'est pas tellement l'argent, c'est plus, comme tu disais quand tu avais fait la réunion, Sylvie, avant le festival, pour penser ce truc-là sur le temps du festival, je pense que tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'il veut et on en est d'accord qu'il y a un besoin. Ça, c'est clair et net. Et je pense que tout le monde le ressent et tout le monde en a envie parce qu'il y a un besoin. Mais tout le monde n'a pas exactement le même besoin. Et moi, j'ai vu dans les différents discours, c'est mon point de vue, c'est pas forcément vrai, mais dans les différents discours, j'ai vraiment vu des gens qui avaient des aspirations pas complètement différentes, mais très différentes, quand même très différentes. Pas complètement différentes, bien sûr, ils ont envie de faire des choses ensemble, bien sûr, il y avait un aspect, moi j'ai beaucoup vu un aspect ville, proche de la ville, et j'ai vu un aspect très campagne. J'ai vu des gens qui voulaient vraiment de la campagne, construire des cabanes, qui voulaient vraiment développer des nouveaux modes de vie, faire de la terre-paille, des rocket stop, ce genre de trucs. Et j'ai vu vraiment des gens qui avaient cette aspiration de, en fait, on peut pouvoir se réunir sur Chartres et faire du militantisme et créer nos banderoles, etc. Et donc, du coup, j'ai vu vraiment des choses qui bien sûr un sentiment et une envie de faire des choses ensemble et d'être sur un lieu ensemble, mais il y avait des choses qui, de mon point de vue, étaient hyper différentes. Ouais, mais je pense que c'est pas le plus mal. Voilà. Chacun veut faire ce qu'il veut. C'est ce côté se rassembler à un endroit où chacun a un petit peu son coin de terrain et chacun fait un petit peu aussi, pas ce qu'il veut, hein, mais chacun monte un peu son projet. Il y en a, ça va être les rocket stoves, il y en a d'autres, ça va être le potager, il y en a d'autres, c'est vraiment le militantisme. Parce que déjà, si plusieurs associations se rassemblent et qu'on arrive à trouver un terrain, ça permet aussi justement de fédérer les luttes quand il y en a besoin. Parce que parfois, on peut tous avoir des idées et des projets communs, puis parfois d'autres périodes de l'année, non, quoi. Mais vraiment trouver un lieu, après, c'est vrai que ça demande de l'espace et ça demande de l'investissement, mais c'est vraiment ce côté-là qui peut le mieux marcher, à mon avis. C'est de fédérer les associations ensemble et de s'entendre les uns les autres en disant bah ouais, toi, ok, tu fais ça, c'est pas comme nous et c'est pas ce que nous on veut, mais on peut s'entendre pour vivre ensemble. Et voilà, après, c'est vrai que déjà trouver un lieu pour se rassembler et en parler, c'est déjà bien, quoi. Et après, le reste peut suivre, quoi. Mais c'est la difficulté, hein, c'est de trouver le lieu qui corresponde à ça. C'est ça, en fait, plus on en parle, plus les choses mûrissent, plus peut-être un ordre dans le sens, pas un ordre, mais je veux dire un cheminement se crée pour chacun, et plus en fait on se dit, ah mais en fait l'étape suivante c'est celle-là, et du coup hop, on peut la faire. Mais et je pense que personne, enfin moi en tout cas je sais pas du tout quelle doit être la prochaine étape, tu vois, j'ai pas d'imagination. Je pense que un truc, c'est après faut que quelqu'un soit ok, s'y investisse, mais c'est déjà essayer de rassembler les assos, quoi. Voir toutes les associations. Non mais un médiateur, on va dire, entre associations, quoi. Dire voilà, il y a telle association là, il y a telle association, et puis essayer de trouver une idée commune ou un terrain commun ou un projet commun. Et puis que après ça demande des compétences en gestion de projet, un peu en juridique, un peu pour après aller voir les mairies et puis démarcher, c'est difficile, hein, mais je pense que c'est parce qu'on a plusieurs associations, hein, quand même qui sont alors après on peut dire le département, la région, il faut voir les limites géographiques de ça, mais je pense que déjà quelqu'un qui arrive à aller voir toutes les associations, à connaître les présidents de ces associations et à voir un peu ce qu'on peut faire tous ensemble, ça peut être déjà ça peut être pas mal, puisque voilà, on peut avoir des liens les uns avec les autres, quoi. Pourquoi
Tu réagis? Tu vois ma tête? Pour là maintenant quoi. Donc tu vois, ça peut prendre du temps. Il faut juste le construire, ça se construit quoi. Même avant de l'avoir physiquement, le construire, rassembler les sous, les gens, ça. Et c'est du coup, ça a été aussi de l'énergie, pas mal d'énergie et de temps à passer. Tout ça. C'est vrai que c'est des gens qui ont travaillé beaucoup là-dessus et c'était. Mais ça se fait. Moi, j'en suis persuadé que c'est faisable. Et justement, il faut juste et c'est dans le bâtiment, on a un peu ce truc-là. On a souvent un objectif qui est de construire une maison, construire quelque chose. Mais en fait, comme on l'a pratiqué, on sait que ça va être très long. Donc on a confiance dans le fait qu'on va y arriver. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir confiance et garder le cap. Garder le cap sur ce truc, toujours garder le cap et toujours garder la confiance. Parce que des fois, c'est tellement long à le faire aboutir, mais quand ça aboutit, c'est tellement trop bien, quoi. Donc c'est pas forcément évident. Ça doit être des processus très longs qui peuvent un peu décourager et qui peuvent un peu... ouais, il faut garder le cap. Parce que, en fait, dans notre société, on voit tout ce qui se passe, on voit comment ça avance. Ils nous attendent pas, hein, le côté, je vais pas dire non, c'est peut-être un gros mot, mais le côté capitaliste, le côté de faire les choses comme nous aussi, quelquefois, faut se dire. Voilà. Après, je reconnais hein, ce que tu dis, et c'est super de vouloir faire les choses soi-même. Hein, c'est quand même, voilà, et si vous êtes aussi nombreux, c'est plutôt bien, et puis ça va avancer votre projet, c'est sûr, quoi. Mais tout ce qui peut te donner des raccourcis pour y arriver, parfois, voilà. Après, si on exige des choses et que toi, t'es pas OK avec ça, rien t'empêche de dire non, je suis pas d'accord, quoi. C'est vraiment, je pense... Concrètement, excusez-moi, vous avez besoin d'une salle pour combien de personnes? Ah mais c'est important. 100 personnes. Non mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est important. Ouais. Pour combien de personnes? Et est-ce que vous voulez la salle à vous ou est-ce que vous voulez pouvoir utiliser la salle? C'est deux questions super importantes. Parce que si elle est à vous, c'est le début du projet qui vous avez les pieds dedans et c'est peut-être plus difficile de construire quelque chose puisque c'est déjà à vous, c'est aménager l'espace. Ouais. Si vous êtes dans une salle qui ne vous appartient pas, qu'on vous prête ou qu'on vous loue à un prix modique, c'est plus facile. C'est plus facile parce que vous pouvez rêver. Et c'est ce qu'on a commencé à faire au Chêne Fleuri. On a commencé à rêver. Et en fait, de toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir notre truc à nous. Donc c'est vrai que ça serait plutôt ça. En fait, un lieu qu'on nous prête pour pouvoir se projeter. Je dis pas que j'ai une solution. Je dis que j'ai des réseaux. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'on est là. Mais oui. Et quelle régularité? Ah bah alors après, c'est vrai qu'on a plein de groupes différents qui sont demandeurs de. Tu vois, il faudrait que ce soit quand même qu'on puisse être toutes les semaines. Je pense que c'est vrai, il y a un cahier. C'est un peu le grand mot, mais un cahier des charges à mettre en place, c'est-à-dire. Quelle association va se rassembler, le côté périodique de la chose, et c'est voilà. Et après, moi je vois dans les projets comme l'Oteg Lab, je les ai connus tout au début, c'était un peu inconnu, et en fait ce qui a beaucoup aidé, c'est quand il y a une gestionnaire de projet qui avait un peu cette fibre-là, qui a pris les choses en main, et qui elle vraiment se consacrait à ça, quoi. Et ça a beaucoup aidé l'association. Ils étaient déjà nombreux, hein, mais elle, le fait qu'elle monte le projet, qu'elle le fasse carré, qu'elle voilà, alors moi je peux pas du tout vous aider, hein, je suis vraiment côté créateur, artistique, machin et tout, mais tout ce qui est commercial ou gestionnaire ou tout ce qu'on peut dire administratif, c'est pas du tout mon truc. Mais je vois que parfois dans les projets ça aide vraiment à avancer, quoi. Et c'est voilà, mais déjà définir un petit peu un cahier des charges, savoir combien vous êtes, quelles sont les associations, quand est-ce que vous pourriez vous rassembler, ça peut aider à monter un projet et à aller voir. Voilà,